Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et oui, on fait le débrief de cette dernière étape du Tour de France. Alors débrief avec un petit peu de retard, mais je l'avais expliqué pourquoi. Déjà l'étape finit tard, donc je crois que je l'ai jamais fait après l'étape, enfin jamais le jour même, tout simplement parce que ça finit à 19h, à 19h30. Donc c'est-à-dire je peux pas enregistrer le temps de manger, tout ça, je peux pas enregistrer avant 21h, donc c'est-à-dire que ça ne peut pas être en ligne avant 2h du mat, enfin avant 1h du matin, minuit, donc c'est pas possible. Donc en plus là on a rajouté la course féminine, donc j'ai préféré faire le débrief de la course féminine le soir même. Et les garçons, j'ai dit que voilà, je le ferai le lendemain après-midi. De toute manière, l'étape des Champs-Élysées, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas l'étape de l'année non plus. C'est un beau sprint, mais c'est pas non plus l'étape la plus incroyable. Donc je pense que voilà, la décaler d'un jour, c'est pas non plus un gros problème. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Sur ce sprint, je précise, on ne fait pas un débrief du Tour de France là, cet après-midi. On fait un débrief de l'étape 21. Il y aura des débriefs du Tour de France. On aura 4 vidéos, je pense. Une vidéo sur mon ressenti sur ce Tour de France, une vidéo sur le bilan des Français, et puis une vidéo sur les grimpeurs, une vidéo sur les sprinteurs. 4 vidéos. Alors ça sera à partir de mercredi, je pense pour le moment, mercredi ou jeudi, jusqu'à la fin de la semaine, voilà, hein, pour finir sur ce Tour de France. Belle étape sur les champs. Ça a quand même été animé, notamment par Pogacar avec l'attaque au kilomètre 0 et puis même la petite animation à un moment sur les Champs-Élysées. Il a quand même montré sur ce Tour de France que Pogacar n'abandonne jamais. Et ça, faudra qu'il le retienne, Vingegaard. C'est que si t'es pas largement, enfin, si t'es pas un petit peu au-dessus de Pogacar, faut toujours serrer les fesses, quoi. Pogacar, il a été quand même animateur de ces 3 semaines et il a jamais abandonné. Si on a eu une course aussi folle sur ce Tour de France cette année, c'est aussi parce qu'il avait jamais abandonné, et même sur ses champs. C'est le premier mec que je vois attaquer sur les Champs-Élysées quand même. Depuis Thévenet, depuis Inno Zoetemelk. Non mais il faut quand même se le dire, ça fait depuis 25-30 ans qu'on n'avait pas vu un mec comme ça tenter de, je dirais pas de renverser la course, mais tenter de faire un dernier barreau d'honneur comme ça dans le final. Ça n'a pas marché, mais c'était bien tenté. Et puis l'attaque au kilomètre 0 pour la blague. Bon voilà, il a montré Pogacar qu'il faudra pas, qu'il craquera jamais. C'est-à-dire que même s'il a une journée de moins bien, il peut toujours réattaquer à un endroit où tu t'y attends pas. Il a montré qu'il attaque là où on ne s'y attend pas, Pogacar. La Hourquette dans 6 ans, on ne pouvait pas vraiment s'y attendre. C'était la côte la moins dure de la journée. Et pourtant, il a tenté le coup. Là, il faudra s'en méfier de Pogacar dans les années à venir. Ça a été une belle étape. Bien entendu, une célébration. Moi, je trouve que c'est bien quand même sur les grands tours de célébrer le dernier jour. Je suis pas un fan des grands tours qui se finissent avec un moment de vérité, parce que déjà parfois, notamment quand ça se finit sur un contre-la-montre, quand les écarts sont trop importants, et quasiment personne ne fait à fond le contre-la-montre, notamment l'année dernière sur la Vuelta. Enfin, on a eu une parodie de dernière étape, c'est-à-dire qu'il y avait un contre-la-montre, je crois qu'il y en a 10 qui ont dû le faire à fond sur un peloton de 145, donc ça n'avait pas d'intérêt. Je trouve que c'est toujours intéressant également les Champs-Élysées, parce que vous avez des grimpeurs qui se mettent au service des sprinteurs, parce que comme il faut rouler très très vite, vous avez toujours des coureurs qui font une dernière parade sur les champs, voilà, qui tentent de sortir pour montrer que si on a été présent sur ce Tour de France. Voilà, il y a un côté, je trouve, qui est toujours sympathique. Alors certes, certains vont dire c'est redondant, c'est toujours la même chose, que la première heure, on s'en tape un petit peu. Alors déjà, je voudrais quand même signaler à ces personnes-là que maintenant il n'y a plus que 115 km, 110 km d'étape. C'est quand même beaucoup plus court qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'on mettait du temps avant de rentrer sur Paris et c'était infernal. Maintenant, on rentre quand même sur Paris assez vite sur cette étape-là, c'est-à-dire en 1h30, on est sur Paris, et 1h30, 1h45. Et puis, les champs, c'est quand même toujours très particulier comme manière de courir. Donc, c'est toujours très nerveux, donc c'est pour ça que moi ça me pose pas de problème d'arriver tout le temps aux Champs-Élysées. Et puis voilà, hein, la capitale de la France c'est Paris, enfin, c'est pas Pau. Ça m'embête même un petit peu
Alors je sais que c'est peut-être pour des raisons de Jeux Olympiques qu'on aille du côté de Nice pour 2024, mais je trouve que voilà, les Champs-Élysées, ça fait partie du patrimoine du Tour de France. Voilà. Ne pas aller sur les Champs-Élysées, ça serait un petit problème. Alors, certains disent que les traditions doivent être chamboulées. Moi, celle-là, j'aimerais bien qu'elle perdure encore de nombreuses années. La Jumbo qui célèbre. Certains ont peut-être tiqué sur le fait que Van Aert n'ait pas tenté le sprint. Alors déjà, du côté de Van Aert, j'ai envie de te dire qu'il a quand même déjà réussi ce Tour de France avant ça, qu'il a déjà gagné sur les Champs-Élysées. Et puis deuxièmement, de toute manière, c'est la première victoire pour cette formation sur le Tour de France. Jumbo n'a jamais gagné, ils sont quand même cassés les dents à plusieurs reprises, mais que ça soit Jumbo, Belkin, Blanco, Rabobank, ils n'ont jamais gagné le Tour de France. C'est-à-dire que cette formation existe presque depuis 96, la création de Rabobank. Depuis 96, cette équipe est à la recherche d'une victoire sur le Tour de France. Ils ont tenté avec de nombreux coureurs. On se souvient notamment de Leipheimer, Rasmussen, si on prend. Mais ils ont tenté avec Mollema, avec Tendam, avec Kruijswijk, avec Roglic. Enfin, ils gagnent. C'est aussi important pour Jumbo, le sponsor, parce que c'est la première fois qu'ils sont vraiment en réussite. Jumbo, ils sont présents dans les sports mécaniques. Ils n'ont pas encore gagné les 24 heures du Mans en LMP2. C'est la première fois où Jumbo gagne dans du sponsoring. Ça fait depuis 6-7 ans qu'ils font pas mal de sponsoring Jumbo. C'est la première fois qu'ils gagnent aussi. Donc ça a une importance majeure pour cette équipe. Et c'est pour ça qu'ils avaient envie de célébrer. Surtout que le Tour de France a été dur, qu'ils ont dominé le Tour de France. Ça n'aurait pas changé grand-chose, cette victoire sur les Champs-Élysées. Très clairement sur la domination de la Jumbo. Sauf que là, ils ont pu célébrer entre eux. Et moi, ça m'a pas choqué parce que les Champs-Élysées, c'est aussi une manière de célébrer. C'est la première fois que cette équipe gagne. Je crois qu'il y avait envie de célébrer. Il y a des mecs qui sont dans cette formation peut-être depuis 20 ans. Ils avaient encore jamais gagné le Tour de France. Ils avaient jamais même approché vraiment la victoire. Donc il faut comprendre aussi que dans cette formation, on avait envie de célébrer cette première victoire. Sur le Tour de France, note de l'étape, j'ai mis 13 sur 20. L'étape, c'est une étape des Champs-Élysées, quoi. Voilà, c'était classique. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Pogacar a un petit peu animé la course. C'était pas non plus fantastique. Voilà, c'est un critérium. Mais je trouve que c'est une tradition qui doit perdurer. Et puis, voilà, les images d'hélicoptères de Paris, ça fait quand même toujours son petit kiff, quoi, de voir les Champs-Élysées par hélicoptère, de voir tous les monuments de Paris en hélicoptère. Ça vaut aussi son petit bol de cacahuètes, son petit pesant d'or, de voir voilà, ces images-là qui sont toujours absolument magnifiques et formidables. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec le premier français du jour, c'est Jérémy Lecros. Et bien, au deuxième top 10 pour Jérémy Lecros, c'est bien pour BNB Hotel, surtout sur le lieu du nouveau sponsor, bientôt la ville de Paris. J'en ai parlé sur le débrief de l'épreuve féminine, donc voilà, j'ai dit un petit peu ce que je pensais de tout ça. Jérémy Lecros, qui est quand même un coureur assez surprenant parce que il a commencé chez Klein Constantia, donc qui était l'équipe réserve de Koenig, sauf qu'il est resté que 6 mois. L'année où pourtant vous avez Garcia Cortina, Cavagna, Charman, Henrik Mas, donc quand même des super coureurs. C'est vrai que ces dernières années, c'était la dernière année de Klein Constantia, mais c'est vrai qu'il y a eu peut-être des années où il y avait un peu moins de haut niveau. Et puis ensuite, il s'est retrouvé chez Roubaix Lille Métropole pour une saison. Et depuis, il est chez Vital Concept, mais il n'y avait pas eu foncièrement des très grands résultats. Bon, il avait fait 3e de Paris-Bourges en 2017, 6e du Grand Prix de Denain. Mais il n'y avait pas eu des grands résultats pour Jérémy Lecros. Et puis même cette saison, avant ce Tour de France, il avait fait 4e
de 2 étapes sur les boucles de la Mayenne et 9e de la première étape du Saudi Tour. Là, il fait quand même 2 top 10, 7e de l'étape numéro 2 à Nyborg, 6e du côté des Champs-Élysées. Il y a quand même eu on peut quand même se poser des questions sur la gestion d'équipe de la part de la BNB Hotel, parce que emmener 2 sprinters, est-ce que c'était vraiment la bonne idée quand tu as Mozzato et Jérémy Lecros? Et surtout, je pense que Jérémy Lecros était plus performant que Mozzato sur même les étapes vallonnées. C'est quand même pas mal pour un premier Tour de France de faire 2 top 10 au sprint. Bon, certes, à 27 ans, c'est vrai que premier Tour de France assez tardif pour Jérémy Lecros, pourtant dans cette équipe depuis 2018, donc il aurait pu faire de nombreux Tours de France avec cette formation. Premier grand tour, ça montre aussi que ça fait partie des sprinteurs qui ont bien supporté les 3 semaines de course, parce que 6e en dernière semaine de Tour de France, c'est toujours intéressant. Il a fait une bonne course. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir pour Jérémy Lecros. Je dirais que Jérémy Lecros, Mozzato, Goujard, si on devait sortir peut-être 3 satisfactions de cette équipe BNB Hotel, ce sont ces 3-là, parce que c'est vrai qu'on s'attendait plutôt à voir quelques grimpeurs tenter le coup comme Pierre Rolland et autres, et Bonamour, et ce sont plutôt au niveau du sprint où ils se sont montrés sur les étapes de plat, ce qui était quand même pas assuré au tout début, surtout que il y avait quand même un mec qui nous avait dit on veut pas passer pour des clowns. Parce que Pierre Rolland il a été touché par des problèmes pulmonaires. On se demande même pourquoi il n'a pas abandonné le Tour de France vu dans l'état dans lequel il finit. Bonamour, il n'a jamais été dans le coup, mais depuis le début de saison, il n'est pas dans le coup. Et il va falloir arrêter de me dire le début de saison était compliqué. Ça fait quand même c'est un trauma crânien. Donc soit si c'est parmi d'un trauma crânien, fallait pas revenir sur le vélo. S'il est revenu sur le vélo, c'est que ça allait beaucoup mieux. Du côté de Cyril Barth, depuis son départ du Pays Basque et de Aoushkatel, alors je sais pas s'il y avait déjà Aoushkatel, c'était surtout Aoushkadi. On se demande quand même où est passé le Cyril Barth qui était pas capable de faire des bons résultats sur la Vuelta. Et puis Schoenberger, c'est un peu tendre. En haute montagne, Schoenberger, c'est trop léger. Donc sur la sélection, je pense que il y aura des choses à redire sur cette équipe BNB Hotel. Mais Jérémy Lecros fait partie quand même des bonnes satisfactions de ces 3 semaines de course. Donc voilà, j'avais envie de le mettre en avant aujourd'hui. On en avait déjà parlé lors du premier sprint. 6e, c'est quand même bien. Plus/moins, Hofstetter, 9e aujourd'hui. Il lui a manqué un petit truc pendant ce Tour de France à Hugo Hofstetter. C'est vrai qu'il fait 4 top 10 même, Hugo Hofstetter, mais il n'a jamais vraiment trouvé l'ouverture. Sur ses sprints, on ne l'a jamais vraiment vu aux avant-postes. Peut-être aussi que son gros printemps a pesé un moment dans les jambes, parce que c'est vrai que c'est un coureur qui a fait un énorme printemps, notamment le Samin, Grand Prix Jean-Pierre Montserrat, Nöcker-Corse, Corsair Classique, le Tour de Catalogne aussi. Il avait fait vraiment une très très belle période jusqu'au Trobroléon et même Route Emcol. Et puis là, au mois de juin, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu moins de résultats, moins de top 5 pour le coureur français. Peut-être un petit peu de fatigue, tout simplement. Je rappelle qu'au départ, il était quand même plutôt prévu pour être lanceur poisson pilote de Nasser Boigny. Et puis Nasser Boigny est tombé sur le Tour de Turquie. Et c'est ce qui fait qu'il se retrouve à être sprinter numéro 1. Et c'est vrai que Hofstetter, c'est un coureur qui est très puissant, mais c'est pas un pur sprinter. Alors il a sauvé la mise pour Arkea, parce que il fait quand même des top 10, ce qui est plutôt pas mauvais. Mais c'est vrai que je pense chez Hugo, on voulait peut-être un peu plus. Ce sont des résultats corrects. Encore une fois, il fait des top 10, c'est pas catastrophique. C'est dommage à Cahors, il lance son sprint un peu trop tôt, parce qu'il aurait peut-être pu faire un top 5. Il avait les jambes à Cahors. Là, aux Champs-Élysées, il est un peu enfermé.
Il trouve pas l'ouverture. Bon, voilà, après, ça fait quand même des petits résultats pour lui, même si je pense qu'il voulait un peu mieux. De toute manière, chez Arkea, on jouait avant tout le général. Pour Nairo Quintana et peut-être une victoire d'étape pour Barguil. Je ne sais pas si on visait vraiment une victoire d'étape avec Hugo Hofstetter et puis Peter Sagan. Bon, je ne mets pas de points JR aujourd'hui vu qu'on reste sur les mêmes chiffres. Donc moins 7 pour la Total Energy. Bon, Peter Sagan, voilà, 5e. Il est sur ce Tour de France, il est à sa place. Il bat quand même Caleb Ewan, Jacobsen. Mais on s'aperçoit quand même que, alors je ne sais pas si c'est cette année ou avec la Covid et sa fatigue du printemps, ce qui fait qu'il a en fait assez peu couru. Peter Sagan, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai l'impression que sur les sprints maintenant massifs, il est quand même inférieur à des Philipsen, à des Van Aert, à des purs sprinters. Il est un peu derrière. Alors est-ce que c'est dû à ses jambes? Est-ce que c'est que les autres maintenant sont devenus plus forts que lui? Mais il est un temps en dessous de ces coureurs-là. Bon, c'est dommage pour Peter Sagan. Après, voilà, il est à sa place là ce soir. Il fait un résultat. Il fait 5e. C'est vrai que Total Energy, bon, à part le bon classement de Boasson-Hagen, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué sur ce Tour de France pour la Total Energy. Mais on est tombé face à des grosses formations, une course qui a été difficile. Et puis aussi, Burgodeau, il est encore jeune. Pierre Latour, c'est quand même plus trop ça. Turgis, il a rarement été bon sur le Tour de France. Donc, oui, on se retrouve à avoir des résultats peut-être un peu plus décevants. C'est dommage du côté de la Total parce que c'est le Tour de France, c'est toujours la figure de proue du cyclisme et surtout du cyclisme français. Mais en même temps, il n'y avait peut-être pas l'effectif suffisant pour être performant. Moi, je noterai encore une fois le bon Tour de France de Boasson-Hagen notamment, avec une 3e place, qui a fait également un bon travail de lanceur pour Peter Sagan. Bon, là, sur ce sprint, ça a été compliqué pour Peter Sagan. Peut-être aussi le changement de vélo, parce qu'il a eu un problème de dérailleur dès le départ. Il a changé de vélo dans le départ fictif. Peut-être que pour Peter Sagan, voilà, ça a été un peu plus compliqué sur son sprint. Mais j'ai l'impression que c'est surtout au niveau des jambes que c'était compliqué pour le coureur slovaque. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Jasper Philipsen. C'est lui qui finit le mieux ce Tour de France du côté des sprinters. Il a mieux passé les côtes. Mais en même temps, il a rarement fini dans les derniers coureurs. C'est-à-dire que c'est un coureur qui a toujours réussi à être dans le bon gruppetto. Et ensuite, quand tu regardes son Tour de France, il gagne à Carcassonne, il gagne à Paris, il fait 2e à Cahors, c'est le sprinter qui a le mieux passé la montagne. Mais ça avait déjà été le cas sur la Vuelta, il avait fait une bonne fin de Vuelta quand il avait gagné son étape, c'était en 2020, où il avait fait une très bonne... il gagne en fin de Vuelta en 2020. Il gagne lors de l'étape numéro 15. Je rappelle que la Vuelta 2020 n'avait que 18 étapes. Mais voilà, c'est un coureur qui passe bien sur 3 semaines. Et on voit, il a tout le temps, il a 2 Vuelta, 3 Tours de France. Il fait toujours des podiums minimum. C'est un coureur qui arrive toujours à être performant sur les Tours de France. Peut-être en 2019, il avait été moins bon sur le Tour de France. Non, il avait fait des top 10 aussi à Toulouse, à Albi, à Chalon-sur-Saône. Donc c'est un coureur qui a tout le temps fait des top 10 sur les grands tours auxquels il a participé. Là, c'est sa 2e victoire sur ce Tour de France 2022. Il commence quand même à avoir un beau petit palmarès, Coco. Eschborn-Francfort, 3 étapes de la Vuelta, 2 étapes du Tour de France, Chelles-des-Prages, Grand Prix d'Escaut, donc Grand Prix de Denain, UAE Tour. Et là, il y a quand même des très très bons résultats. Une étape du Tour de Nander, une étape du Big Bang Tour, Paris-Cheny, le championnat de Flandre, 3 étapes du Tour de Turquie également. C'est quand même du solide Philipsen. Et puis une étape du Tour de Belgique cette année. Une étape également du Tour de Turquie. Moi, je vous avais dit avec Jacobsen, c'était les 2 sprinters qui m'avaient fait la meilleure impression en début de saison. Ça confirme que l'impression que j'avais en début de saison, elle est très bonne. Je rappelle, seulement 24 ans. Et quand tu vois ses qualités en 3e semaine, tu te dis... il finit 2e du maillot vert, mais pas très loin
Enfin, il aurait pu prendre peut-être un peu plus de points sur d'autres sprints massifs. Alpecin, si Alpecin n'avait peut-être pas emmené Mathieu Van Der Poel, si Mathieu Van Der Poel avait fait beaucoup de travail pour Philipsen, ça aurait peut-être un peu aidé Philipsen. Alors, il n'y aurait peut-être pas eu match parce que Wout van Aert a quand même été largement au-dessus sur ce maillot vert. On n'a pas eu une grande bagarre sur le maillot vert. Mais quand même, du côté de Philipsen, ça aurait peut-être pu aider. Et puis, bon, de toute manière, sur ces 3 semaines, il a été très bon Philipsen. Et c'est vraiment le sprinter qui finit le mieux parmi on va dire, les purs sprinters. C'est le coureur qui vraiment finit le mieux sur ces 3 semaines de course. Je poursuis avec Stuyven. Lui aussi, il finit bien, j'espère, Stuyven, qui a fait le sprint aujourd'hui, parce que c'est vrai que Mats Pedersen était un peu souffroteux en cette fin de Tour de France. Bon, j'espère Philipsen. C'est quand même pas une mauvaise saison. Alors, il manque un top résultat pour Philipsen. Il manque un gros résultat pour le coureur belge qui a 30 ans désormais. C'est vrai qu'il n'est plus si jeune que ça. J'espère Stuyven. Cette année, il lui manque vraiment une victoire parce qu'il fait 4e de Gambay-Gelgem. Il fait 6e de la première étape du Dauphiné, 7e de Paris-Roubaix, 6e de la deuxième étape de Paris-Nice, mais il lui a manqué une victoire. Après, sur les sprints massifs, c'est pas un pur sprinter pour moi, Philipsen. C'est plus un puncher qui a une bonne pointe de vitesse. Et c'est vrai que c'est la différence avec un Pedersen qui pour moi est meilleur sprinter. C'est pour ça que Stuyven a fait un gros travail d'équipier sur Pedersen. Mais aujourd'hui, on lui a laissé carte blanche et il a fait un bon résultat avec cette 4e place. Voilà, il a bien sauvé la mise pour la Trek sur cette étape-là par rapport à un Pedersen qui était un peu plus en difficulté. Et puis Groenewegen, plutôt, de la Bike Exchange, lui aussi, ça a été peut-être le coureur le plus solide sur les sprints massifs. Premier donc à Sonderborg, 8e à Nyborg, 6e à Carcassonne, 7e à Cahors, 2e ici aux Champs-Élysées. C'est un sprinter quand même qui a fait du bon boulot. Il a quand même bien passé les côtes. Il faut le dire, c'était quand même pas dit du côté de Groenewegen. Et il a fait vraiment du bon boulot pour le coureur néerlandais qui a 29 ans, qui est revenu vraiment dans le match. Groenewegen, c'est vrai qu'il n'avait pas gagné depuis quelques temps sur les grands tours, et puis là il a retrouvé le chemin de la gagne. Ça lui a fait beaucoup de bien et il a eu un tour vraiment de qualité, je trouve, pour un mec qui avait galéré autant sur le Dauphiné. Parce que vraiment il a souffert sur le Dauphiné, Groenewegen. Et bien réussir à revenir pour la gagne sur le Tour de France, c'est solide. C'est vraiment une très belle performance de la part de Dylan Groenewegen, et puis on espère le revoir sur des très grandes courses. Il fait un beau sprint, Groenewegen. Il est pas un bike exchange, manque un petit peu de main d'œuvre dans le final. Dans le final, pas dans le final, plutôt à 5-6 km. Il manque un peu de manœuvre. Par contre, Matthews, Mesgeck, Groenewegen, ça s'est super bien enchaîné. Le problème, c'est que Mesgeck, il lâche un peu trop tôt Groenewegen, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire un sprint de 250 mètres et en fin de Tour de France, quand il y a 20 mètres en trop, tu les sens tout de suite. C'est ce qui a manqué à Groenewegen, mais il est vraiment passé pas loin de faire un très très grand résultat. Si on le lâche un peu plus tard, Groenewegen, ça peut vraiment le faire. Le sprinter néerlandais, on l'a lâché trop tôt. Et c'est vraiment sur le moment où on l'a lâché que ça se joue. Mais je rappelle, il a déjà 5 victoires sur le Tour de France, le coureur néerlandais. Et puis revenir quand on t'a quand même quand on a mis plein la gueule, c'est pas simple. Et puis ça montre que c'est un coureur qui aime bien également les Champs-Élysées. Je rappelle qu'il avait gagné sur les Champs-Élysées en 2017. C'était sa première victoire d'étape sur le Tour de France. À l'époque, il était chez Lotto Enel, Jumbo, qui est devenu désormais Jumbo Visma. Et puis on passe tout de suite au Bonnet d'Âne. Je commence avec Caleb Ewan.
Bon, il n'a pas pu sprinter de tout le Tour de France quand même, Caleb Ewan. Ça a été un tour extrêmement compliqué pour Caleb Ewan. Il finit lanterne rouge. Le seul truc qu'il a gagné, c'est d'avoir un voyage offert par lastminute.com en tant que lanterne rouge. Ça a été laborieux pendant tout le Tour de France. Hein. On va pas se mentir, il n'a pas pu faire un sprint. Son meilleur résultat, Caleb Ewan, ça doit être une 8e place, peut-être. Et peut-être même au champ. C'est peut-être son meilleur résultat. Oui, c'est 8e. C'est son meilleur résultat du Tour de France, 9e. Du côté de Sanderborg, sur le Tour d'Italie, bon, il avait fait 2e sur l'étape de Scalea, mais ça n'a pas été son année sur les grands tours. Je pense pas qu'il va faire la Vuelta, ça serait quand même une surprise qu'il tente d'enchaîner les 3 grands tours. Mais c'est vrai que pour l'auto, c'est un mauvais signal parce que c'est un coureur qui devait marquer des points cette année, qui devait aider. Et en fait, c'est Arnaud Delis qui est en train de sauver la mise peut-être de la loto et pas du tout Caleb Ewan qui a été assez inexistant, il faut le dire quand même sur ce Tour de France. Alors gêné sur les sprints, mais de toute manière il est gêné. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de train. Ils sont déjà plus que 2 quand ils sont le long des quais de Seine dans le dernier tour du côté de Caleb Ewan. Donc forcément il fait le dernier kilomètre et demi tout seul, Caleb Ewan. Et ça c'est pas possible. Forcément tu te fais enfermer. Il a manqué du monde autour de lui, surtout du monde dans le final. Et c'est le cas depuis de nombreuses années chez l'auto. On n'a pas assez de monde dans le final des étapes. Il n'a pas de poisson pilote, Caleb Ewan. En 2022, c'est un sprinter qui n'a quasiment pas de poisson pilote. C'est quand même fou. Chez l'auto, on n'a toujours pas compris que c'est quand même pas mal un poisson pilote pour aider un sprinter. Alors, il a réussi pendant des années à faire des grands résultats, mais parce qu'il était très fort. Sauf que cette année, les jambes sont un peu moins bonnes, et puis les résultats ne tombent pas. Mais quand vous n'avez pas de monde dans le final, c'est pas possible. Il faut des poissons pilotes. Et Caleb Ewan, il était tout seul à chaque fois. Et quand tu es tout seul, tu peux pas être performant. Surtout que derrière, Bike Exchange était pas mal organisé, Alpecin aussi, Jumbo. Donc si t'es pas un minimum organisé, tu peux pas gagner. Et là, Caleb Ewan, ça a été un Tour de France quand même. Celui-là, il fait mal. Hein. Et là, je pense qu'il va être content je pense qu'il va prendre une petite période de vacances. Et il faut savoir que Caleb Ewan a quand même une clause particulière dans son contrat. Je l'ai appris, je ne sais pas si vous avez lu. Mais il a un contrat avec une clause de relégation. Si l'équipe est reléguée, il peut quitter l'équipe. Il est transfert libre. Et oui, ce qui, je pense, va être une clause qui va être quand même ajoutée dans beaucoup de contrats dans les années à venir. Surtout dans les équipes qui sont pas hyper bien classées. Parce que c'est vrai que Caleb Ewan, il veut jouer les meilleures courses du monde. Alors il a dit « Je ne quitterai pas la loto malgré cette clause ». Bon, on peut le croire. Ce sont que des phrases dans la presse quand même. Ça montre bien aussi que du côté de l'auto, ça serait quand même bien de se sauver parce que sinon Caleb Ewan, il va être courtisé par d'autres équipes. On pourrait penser pourquoi pas à une équipe française. Je pense à Paris BNB Hotel. On ne sait pas encore comment cette équipe va s'appeler. Mais on pourrait penser également à une équipe comme EF. Ils ont peut-être trouvé le bon coureur. Mais il y a Movistar qui n'a pas vraiment de pur sprinter. Il n'y a pas vraiment de train non plus chez Movistar, vous allez me dire. Mais même Intermarché, par exemple. Ils ont Guermeil, mais avoir un deuxième sprinter, c'est pas mal aussi. Vous avez une équipe comme UAE, qui n'a plus vraiment un sprinter en capacité de faire la différence. Caleb Ewan peut être très intéressant pour ces équipes-là. Donc ça serait intéressant de voir juste après la fin de la saison s'il y aura des idées autour de Caleb Ewan pour tenter d'aller l'attirer avec des gros sous. Dainese, il finit sur les rotules. Voilà, donc 12e. Pourtant chez DSM on a bossé, on a tenté vraiment d'aider Alberto Dainese. Il finit cramé parce que lui aussi il a fait le Giro. C'est la première fois qu'il faisait Giro Tour de France. Et ça a été compliqué sur cette fin de Tour de France. Ça a été, il fait 3e à Cahors.
mais tu sens qu'il n'y avait pas même à Cahors, tu sens que c'est pas un sprint où il est très frais, Dainese. Bon voilà, après c'est un coureur qui a remporté une étape sur le Tour d'Italie. Je pense qu'il a plutôt réussi sa saison, Dainese. Il a 24 ans, ça reste quand même un coureur qui n'est professionnel chez Sunweb que depuis 3 ans. Avant il était chez SEG Racing Academy, notamment avec Timen Arensman et Jordi Meus et Ide Schelling également en 2019, et Barnabas Pic également. Mais du côté de Dainese, il finit cramé. Chez DSM, on peut même être inquiet parce que je ne vois pas qui va participer au Tour d'Espagne, hein, chez DSM, parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs chez DSM qui ont fait Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne. Je ne sais pas qui va participer pour cette formation, qui pourrait faire une belle performance. Sam Wellford, peut-être on tentera les sprints avec Wellsford. Est-ce qu'on tentera d'autres choses du côté de l'équipe néerlandaise? On verra. Mais c'est vrai qu'il va falloir réfléchir à qui on va mettre. Il y a peut-être Widerberg également, le Norvégien. Mais il faudra réfléchir à qui fera le Tour d'Espagne. Bon, on me met Tusveld et Niklas Arndt pour le moment. Mais je pense qu'on nous dira assez tardivement quelle sera la sélection. C'est une équipe qui a gagné 5 fois pour le moment, avec Romain Bardet, Sam Wellsford, Dainese sur le Tour d'Italie, et puis Alec Nessun et Nico Dens. Mais il y a quand même eu des résultats, notamment avec Romain Bardet et Timen Arensman également, sur Tirreno et sur le Tour des Alpes, qui ont été présents. C'est vrai qu'Arensman, on ne le voit plus depuis qu'il a annoncé qu'il allait chez Ineos. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, Timen Arensman, mais sur le Tour de Suisse, ça s'est pas très très bien passé pour le coureur néerlandais. Et en plus, depuis qu'il a annoncé qu'il avait d'autres ambitions et surtout envie de partir dans d'autres équipes, c'est vrai que ça n'a pas aidé pour le coureur néerlandais qui a 22 ans, mais qui est une sacrée pépite. Et puis je termine avec Jakobsen. Tous les grands sprinteurs, au bout d'un moment, ils ont commencé à travailler la montagne. Je pense à Petaki, je pense à Cavendish. Si Jakobsen, il veut gagner, il veut être plus rentable sur les Tours de France, il sera obligé de travailler les montagnes. Tu peux pas te contenter de... Enfin, Jakobsen, il gagne une victoire d'étape. Vu ses qualités au sprint, c'est pas suffisant. Donc, il va falloir améliorer ça. Pour améliorer ça, il faut mieux passer la montagne. Ça a été très compliqué quand même pour Jakobsen. Cavendish, quand il gagne son premier maillot vert, la différence, il a progressé en montagne par rapport aux années précédentes. Pourquoi il le perd face à Petaki? Parce que Petaki passe mieux les bosses. Et pourtant, c'était Petaki qui n'était pas le meilleur grimpeur des sprinteurs, mais il passait quand même un peu mieux les bosses que Cavendish à ce moment-là. Et comment Cavendish a remporté aussi autant d'étapes l'année dernière? C'est parce qu'il a progressé dans les bosses. Et Jakobsen, s'il veut gagner désormais, il faudra qu'il soit performant dans les bosses. Et pour ça, il va falloir bosser parce qu'il peut. Enfin, un sprinter peut pas être content, surtout un sprinter de ce calibre-là, qui a dominé quand même le début de saison en remportant qu'une seule étape. C'est quand même un bilan un peu maigre pour Jakobsen. Donc je pense qu'il s'attendait à mieux, je pense qu'il est déçu. Là, on le voit, hein, il est fatigué sur ce sprint s'il n'y a pas les bonnes jambes. Je pense que même chez Quick-Step, on y croyait moyen aujourd'hui autour de Jakobsen. C'est pas l'équipe. On a vu Michael Honoré, mais d'autres coureurs n'ont pas roulé pour notre ami Jakobsen. Et après, ça a été un petit peu compliqué pour le coureur néerlandais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve donc pour les débriefs Tour de France et pour le Tour de France féminin. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.